Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. La musique résonnait en fond sonore tandis que Carid Banjo se prélassait dans son espace VIP exclusif de l'Euphoria Lounge, entouré de mannequins, de champagne et de rires fugitifs. Il était plus de 2 heures du matin et la vie nocturne de Lagos vibrait de richesse et de folie. Carid, l'héritier milliardaire de Banjo Holdings et fondateur d'une fintech milliardaire, était pompette, l'élocution un peu pâteuse et la vue floue. Une fille dont il se souvenait à peine, plus tôt dans la soirée, lui murmura quelque chose à l'oreille en s'éloignant en riant. Il fouilla dans son téléphone, avec l'intention de lui envoyer 5000 naira nigérians pour sa casquette. Mais dans son état d'ivresse, il ne remarqua pas qu'il avait accidentellement cliqué sur son application de change, et non sur celle de sa banque mobile. Il saisit le montant, mélangeant zéros et symboles, saisit des chiffres erronés dans le champ du compte du destinataire et appuya sur « Envoyer » sans hésiter. Puis il rit intérieurement, but la dernière gorgée de son verre et s'enfonça plus profondément dans son siège de velours, ignorant qu'il venait de virer 5 millions de dollars à un parfait inconnu. À des kilomètres de là, dans un minuscule appartement indépendant derrière le marché de Yaba, l'Émirati Nwankwo rentrait tout juste d'une double journée de travail éreintante au Green Spoon, un restaurant milieu de gamme fréquenté par les étudiants et les chauffeurs de taxi. Elle retira ses ballerines usées, dénoua son tablier et s'effondra sur son matelas, toujours en uniforme. Son téléphone vibra par terre à côté d'elle. Pensant qu'il s'agissait d'un autre message promotionnel pour les données mobiles, ou d'un rappel de loyer de la part de son propriétaire, elle l'ignora d'abord. Mais le bourdonnement se fit de nouveau entendre. Curieuse, elle tendit la main vers lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur s'est arrêté. L'alerte indiquait que 5 millions de dollars avaient été déposés sur votre compte FX. Pendant une minute, elle a cru avoir une hallucination. Elle se rafraîchit. C'était réel. Incrédule, elle se connecta à son application bancaire, se frotta les yeux et se rafraîchit à nouveau. C'était toujours là. Sa bouche s'ouvrit. Qui pouvait bien lui envoyer une chose pareille? Pourquoi? Était-ce une arnaque ou une erreur? Ses mains tremblaient. 1 million de pensées lui traversèrent l'esprit, mais la plus forte fut « ce doit être une erreur ». Pendant l'heure qui suivit, Amarachi ne put dormir. Elle fixa l'écran, verrouillant et déverrouillant son téléphone, espérant que les numéros disparaîtraient et confirmeraient qu'il s'agissait d'un problème bancaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Elle a essayé d'appeler le service client de la banque, mais personne n'a répondu à cette heure tardive. Son esprit s'est mis à envisager de nombreuses possibilités. Et si quelqu'un avait transféré cette somme par erreur? Et si le propriétaire la poursuivait en prétendant l'avoir volée? Et si c'était de l'argent sale? Mais au fond d'elle, une autre pensée s'imposait discrètement, ses frais de scolarité impayés. Sa faculté avait émis des avertissements définitifs aux défaillants. Son loyer devait être payé dans une semaine. Elle ne mangeait qu'une fois par jour pour tenir le rythme. La tentation n'était pas forte, mais constante, devenant plus forte à chaque heure qui passait, elle fixait ce solde. Elle n'avait jamais vu plus de 50 000 naira nigérians sur son compte, et maintenant, elle avait plus de 3 milliards de naira en dollars sous les yeux. Personne ne le saurait si elle en utilisait un peu, n'est-ce pas? Mais Amarachi n'était pas imprudente. Elle attendait. Elle se rendit à la banque le lendemain pour vérifier si c'était bien vrai, et le directeur de l'agence le confirma. Son nom était désormais associé au fonds. Peut-être un cadeau d'un admirateur secret, plaisanta le directeur, mais Amarachi ne sourit pas. Elle rentra chez elle, perturbée. Ce soir-là, les larmes aux yeux et sa lettre de frais de scolarité sous les yeux, elle prit une décision. Elle utilisa juste assez pour payer ses frais de scolarité et son loyer. Cela lui semblait une bouée de sauvetage, pas un luxe, juste une question de survie. Mais dès qu'elle a cliqué sur « Confirmer le paiement » sur le portail de l'école, la culpabilité l'a prise au cœur. Elle savait qu'elle ne pourrait pas garder le reste. Elle se lança à la recherche du mystérieux expéditeur. Elle demanda de l'aide à un camarade de classe en banque et finance, et ils remontèrent la piste des fonds jusqu'à Banjo Global Fintech, une entreprise appartenant à nul autre que le flamboyant milliardaire et playboy Carid Banjo. Amarachi en resta bouche bée. Elle avait déjà vu son nom dans les gros titres et sur des blogs. Elle n'avait pas simplement reçu de l'argent d'un inconnu. Elle avait reçu de l'argent du mauvais inconnu. Amarachi était assise sur son fin matelas en mousse, les jambes repliées sous elle,
tandis que le doux bourdonnement de son ventilateur de plafond oscillait à chaque rotation. La pièce était silencieuse, à l'exception de quelques coups de klaxon provenant de la rue et de quelques bâillements de sa colocataire d'un accent grave côté. 3 jours s'étaient écoulés depuis la mystérieuse alerte à 5 millions de dollars, et Amarashi avait à peine dormi. Elle s'était rendue à la banque à 2 reprises, et à chaque fois, le personnel avait confirmé la légitimité du virement. Aucun signe de fraude, aucune annulation, aucun suivi de la part de l'expéditeur. L'argent, selon eux, lui appartenait désormais. Mais cela ne lui convenait pas. Sa conscience refusait de se reposer. Pourtant, la réalité la frappait de plein fouet. Ses frais de scolarité étaient en retard. Son loyer, qui lui était hostile, expirait le mois dernier. Elle avait supplié son propriétaire de prolonger son séjour, et l'université avait publié une nouvelle liste d'étudiants qui ne pourraient pas passer les examens finaux. Son nom y était inscrit. Son travail à temps partiel au restaurant couvrait à peine les repas et le transport. Et maintenant, sur son téléphone, se trouvait un miracle qu'elle n'avait pas demandé et qu'elle n'était pas sûre de mériter. Elle résista à l'envie pendant 2 jours supplémentaires. Mais la faim et la pression n'attendent pas que l'intégrité se manifeste. Amarashi prit finalement sa décision. Juste assez. Elle se dit que ce n'était pas du vol, mais de la survie. Elle retira une petite partie de son solde en dollars, la convertit à la banque et paya ses frais de scolarité. L'économe leva les yeux, surpris. Amarashi était sur la liste des dettes depuis si longtemps. Puis elle se rendit chez le concierge de son ennemi et régla son loyer. L'argent restant est resté intact sur son compte. Même après les paiements, elle n'arrivait toujours pas à dormir tranquille. Le poids de la nécessité de faire ce qu'il fallait, même après avoir accompli quelque chose de nécessaire, pesait lourdement sur sa poitrine. Ce soir-là, elle sortit un stylo et un carnet et commença à rédiger une lettre, avec l'intention de découvrir qui était exactement ce Carré Banjo. Pas celui des blog people qui sortait avec des actrices et rompait avec des mannequins chaque semaine, mais l'homme derrière le compte qui avait changé son destin. Elle allait lui rendre le reste. Elle n'a pas pu s'empêcher de le faire. Il a fallu une semaine de recherche à Amarashi pour remonter à la source. Elle a demandé à son amie doyen, étudiante en 3e année de banque et finance, de l'aider à en savoir plus grâce aux plateformes d'open banking et aux listes d'entreprises. Ensemble, ils ont découvert que le compte d'où provenait l'argent était enregistré auprès de Banjo Global Fintech, l'une des entreprises de paiement numérique à la croissance la plus rapide d'Afrique de l'Ouest. Et le PDG? Nul autre que Khalid Hamid Banjo, le milliardaire playboy de Lagos. Amarashi a failli faire tomber son téléphone. Elle avait vu le nom de Khalid apparaître dans les potins du campus et sur les blogs People, généralement torse nu sur un yacht ou porté hors d'une fête. Elle avait supposé que de telles personnes n'existaient que dans les tabloïds, loin du monde des filles comme elle, celles qui vendaient des cartes de recharge de données à la sauvette et lavaient les uniformes à la main le dimanche soir. L'idée qu'un homme aussi puissant et intouchable ait accidentellement fait irruption dans sa réalité était bouleversante. Elle était obsédée par l'idée de le comprendre. Elle regardait des vidéos de ses pitchs technologiques, lisait des articles sur son parcours de start-up et parcourait des milliers de commentaires Instagram sur ses publications sur le luxe. Mais derrière les filtres et les images soignées, elle percevait autre chose, un vide dans son regard. Ou peut-être qu'elle projetait quelque chose. Quoi qu'il en soit, Amarashi savait qu'elle ne pouvait pas se contenter d'envoyer un email ou de passer un coup de fil. Elle devait le voir. Elle rédigea une lettre officielle demandant un rendez-vous et l'envoya au siège social de Banjo Global. Aucune réponse ne lui parvint. 2 jours passèrent. Puis 3. Elle n'attendit plus. Le lendemain matin, elle enfila son chemisier le plus propre, repassa son seul pantalon habillé et partit pour l'île Victoria avec rien d'autre qu'un sac fourre-tout, sa carte d'identité et l'audace née de ce qu'elle croyait être juste. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la voie. Elle ne s'attendait pas à passer la réception. Mais si c'était sa seule chance de rendre ce qui ne lui appartenait pas, elle allait la saisir. La réceptionniste de Banjo Global inclina la tête avec scepticisme tandis qu'Amarashi se tenait dans le grand hall au sol de marbre, serrant nerveusement son sac. Vêtue de son chemisier le plus propre et d'un pantalon noir légèrement effiloché, elle semblait terriblement déplacée sous le lustre éblouissant et les baies vitrées qui surplombaient l'écho atlantique. « Vous n'avez pas de rendez-vous, madame » dit la réceptionniste d'une voix teintée de politesse. Mais Amarashi ne se laissa pas faire. Elle raconta l'alerte bancaire, le montant, les semaines d'attente silencieuse et son désir de parler directement à Khalid Banjo.
La réceptionniste ricana intérieurement. Les gens inventaient tout le temps des choses pour rencontrer des célébrités. Alors qu'elle s'apprêtait à faire signe à la sécurité d'avancer, une voix aiguë s'éleva. Que se passe-t-il ici? C'était Tan, le meilleur ami de Caride et directeur opérationnel de l'entreprise. Après avoir entendu le nom d'Amarashi et son histoire, il marqua une pause, la scruta de la tête aux pieds avec une curiosité prudente, puis se tourna vers la réceptionniste. Appelez Caride. 10 minutes plus tard, Amarashi se tenait dans le vaste bureau vitré de Caride Banjo. Il était assis nonchalamment sur un fauteuil en cuir, lunettes de soleil foncées toujours sur le nez malgré la présence d'un homme à l'intérieur, vêtu d'un cafetan bleu marine et de mocassins cirés. Amarashi lui tendit une lettre imprimée et sa carte d'identité. Je crois que cet argent était destiné à quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas causer d'ennui, mais je devais être honnête, dit-elle. Caride, toujours perplexe, jeta un coup d'œil à la référence du virement. Dès qu'il reconnut le montant, son expression changea, passant d'abord à l'incrédulité, puis à une légère horreur. Attends. C'est toi qui as eu les 5 millions. Amarashi hocha la tête. Je suis rentré me reposer. Je n'ai utilisé qu'une petite somme pour les frais de scolarité et le loyer. J'en avais besoin. Il le fallait. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas. Sa voix devint sèche. Tu l'as dépensé. Amarashi n'a pas bronché. Juste ce dont j'avais besoin. Je suis venu ici parce que je voulais faire ce qui est juste. L'instant était figé entre eux. La colère de Caride se mêlait à son admiration. La plupart des gens auraient disparu avec la somme entière. Cette fille l'avait retrouvé, lui avait fait face et lui avait demandé des comptes. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Tu as du cran, murmura-t-il. Le bureau de Caride fut soudain silencieux, le seul bruit étant le léger ronronnement de la climatisation et le tapotement de ses doigts sur le bureau. Il ne savait pas comment réagir face à une fille comme Amarashi. La plupart des gens de son entourage auraient pris la somme entière et l'auraient imputée à une bénédiction technique. Pourtant, elle était calme et posée, présentant des reçus pour l'argent utilisé, proposant même de le rembourser en plusieurs versements. Tu as utilisé mon argent sans me le demander, dit-il finalement d'un ton froid, mais avec un regard partagé. Vous réalisez que c'est techniquement du vol? Amarashi se redressa. Je comprends, monsieur. C'est pour ça que je suis venu. Je ne demande pas pardon. Je veux juste arranger les choses. Il n'y avait aucune supplication dans sa voix, seulement de la détermination. Caride ne savait pas s'il devait être impressionné ou agacé. Son honnêteté le mettait mal à l'aise. Il était habitué aux flatteries, au jeu, à la manipulation. Pas cette responsabilité sans filtre. Tu sais que je pourrais te faire arrêter, ajouta-t-il. Elle esquissa un léger sourire. Oui, mais tu ne le feras pas. Parce qu'au fond, tu sais que j'aurais pu tout accepter, et je ne l'ai pas fait. Cette déclaration persistait dans l'air comme un défi. L'espace d'un instant, Caride se sentit exposée, comme si elle avait fait surgir en lui quelque chose qu'il n'avait pas reconnu, même pas à lui-même. Elle avait raison, et c'est ce qui le frustrait. Il n'était pas fâché qu'elle ait utilisé l'argent. Il était furieux qu'elle le rabaisse pour son imprudence. Son ego luttait pour reprendre ses droits, mais il était en train de perdre. Alors, que veux-tu maintenant? Tu ne demandes pas de récompense, si? Elle secoua la tête. Je veux travailler. Je vais rembourser. Pas d'aide. Pas de pitié. Juste la chance de le mériter. Caride haussa un sourcil. Toi? Travaille ici. Amarashi ne sourcilla pas. Si c'est trop compliqué, je trouverai un autre moyen. Mais je crois pouvoir apporter une valeur ajoutée. Pour la première fois, Caride la regarda vraiment, au-delà des vêtements délavés et de l'énergie nerveuse, et vit un feu qui n'était pas près de s'éteindre. Il se renversa dans son fauteuil, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Très bien, mademoiselle Honnêteté, voyons ce que vous valez. Présentez-vous au RH demain. Vous débutez comme intérimaire en stratégie. 1 mois de probation. Amarashi expira doucement. Elle ne dit pas merci. Elle ne célébra pas. Elle hocha simplement la tête. Elle était là pour gagner, pas pour mendier, et c'est cela, plus que tout, qui intriguait Caride. Caride ne s'attendait pas à son retour. Après leur échange laconique,
Il s'attendait à ce qu'Amarashi revienne dans son monde, peut-être pleine de ressentiment, peut-être soulagée, mais partie de toute façon. Pourtant, elle était là le lendemain matin, ponctuelle, pressée et présente dans le hall du siège de Banjo Global, prête à travailler. Elle portait un chemisier blanc, légèrement trop grand mais impeccable, rentré dans sa jupe noire, et tenait un sac marron uni qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Tandis qu'elle attendait, le personnel passait devant elle avec des regards curieux, chuchotant derrière ses doigts manucurés. Tind avait prévenu Khalid que son embauche, même temporaire, pourrait faire sourciller. Cela aurait pu ressembler à une compensation, ou pire, à du favoritisme. Mais Khalid a balayé l'idée. Laissez-les parler, a-t-il dit en l'observant depuis la fenêtre de son bureau. Il y avait quelque chose de différent chez Amarashi. Il ne pouvait pas encore le nommer, mais il savait que ce n'était pas la charité qui la retenait ici. C'était autre chose. La soif, non pas d'argent, mais de mérite. Il l'a placée au bureau de projet temporaire de l'unité de stratégie, sous la direction de Madame Tolu, une chef d'équipe sévère et sans tolérance pour la médiocrité. Ce poste impliquait de longues heures, des notes d'orientation et des recherches approfondies, à 1000 lieues du service en salle. Amarashi a accepté le défi sans sourciller. L'équipe n'était pas accueillante. Certains ont plaisanté en disant qu'elle avait obtenu ce poste en se plaignant de son indigence auprès d'un milliardaire. D'autres lui faisaient des remarques condescendantes déguisées en conseils. Si tu n'arrives pas à suivre, souris et fais-toi belle, et elle ne disait rien. Au lieu de cela, elle prenait des notes en silence, restait tard et s'adonnait à chaque tâche. Lorsqu'on lui a confié une pile de rapports d'investisseurs obsolètes à résumer, elle a remis un rapport concis et restructuré avant 8 heures le lendemain matin, contenant des informations exploitables. Madame Tolu a haussé un sourcil. « Qui vous a aidé pour ça ?» a-t-elle demandé avec suspicion. « Personne », répondit Amarashi. « J'ai passé la nuit à lire l'historique des investisseurs de l'entreprise en ligne. » Elle ne cherchait pas à faire ses preuves auprès de Khalid. Elle essayait de se prouver qu'elle méritait d'être là, non pas à cause d'une erreur bancaire, mais pour ce qu'elle apportait. Et Khalid le remarqua. De loin, il vit le feu s'intensifier. Les jours se transformèrent en semaines, et Amarashi s'adapta telle une éponge, absorbant tout ce qui l'entourait. Ses matinées commençaient par de longs trajets en bus de Yaba à l'île Victoria, la tête plongée dans des revues économiques. Elle arrivait tôt, s'occupait de tâches qui ne lui étaient pas assignées et restait longtemps après la tombée de la nuit. Peu à peu, sa performance a fait taire les rumeurs. Ceux qui se moquaient d'elle ont commencé à lui demander de l'aide. Elle portait toujours ses vêtements simples et son déjeuner préparé à la maison, mais elle se comportait comme une personne à part entière, et avec le temps, les autres ont commencé à la traiter ainsi. Pourtant, le fossé tacite subsistait. Elle ne parlait pas l'argot des riches. Elle n'assistait pas aux soirées après le bureau et ne connaissait pas le nom des grands crus au bar de la salle de réunion. Elle était professionnelle, précise et inébranlable. Et Khalid ? Il se surprit à l'observer avec une curiosité croissante. Ce n'était pas le genre de femme à laquelle il était habitué. Il n'y avait pas de prétention, pas de flirt, pas de selfies publiés pour attirer l'attention. Juste cette excellence discrète qui ne demandait pas à être vue, mais qui ne pouvait être ignorée. Il commença à trouver des excuses pour mettre en pratique sa stratégie plus souvent. Au début, c'était informel, lui demandant son avis lors des réunions, lui lançant des questions impromptues pour tester sa compréhension. Mais avec le temps, c'est devenu plus personnel. Il s'attardait à son bureau après les heures de travail, engageant des conversations sur des sujets extérieurs au travail, la politique, les tendances technologiques, et même la musique. Amarashi répondit poliment mais avec prudence. Elle connaissait les histoires à son sujet. Ses flancs. Les gros titres. Le genre de femme avec lesquelles il était souvent photographié. Exotique, élégante et raffinée. Elle ne voulait pas être une histoire de ce genre. De plus, elle avait un travail à accomplir. Et une dette, même tacite, à rembourser. Pourtant, un soir, alors qu'elle se tenait près de la machine à café en train de lire une note d'information, elle sentit son regard se poser à nouveau sur elle. « Tu ne ressembles à personne que j'ai déjà rencontré, dit-il. Elle leva les yeux, l'air neutre. « C'est probablement une bonne chose, répondit-elle. Il rit doucement, peu habitué à ce que les femmes ignorent son charme. Pour la première fois depuis des années, Khalid s'intéressait sincèrement à l'esprit de quelqu'un, et cela le terrifiait plus qu'il ne pouvait l'admettre.
La réunion trimestrielle de revue stratégique était habituellement routinière, présentation, hochement de tête, correction mineure et un nouveau déjeuner préparé par un traiteur. Mais cette fois, la tension était palpable. Khalid était assis au bout d'une longue table de conférence cirée, sa veste de costume repliée derrière lui, les manches retroussées. En face de lui, Amarachi se tenait à côté du projecteur, présentant avec assurance une révision de la stratégie de l'entreprise en matière de partenariat. Sa proposition était audacieuse, suggérant un recentrage des partenariats d'entreprises vers les communautés étudiantes défavorisées des universités fédérales. Elle affirmait que si les grandes entreprises paraissent attrayantes sur le papier, l'adoption par les utilisateurs locaux permettrait de fidéliser l'entreprise et d'accélérer son développement à long terme. Au début, Khalid intervint avec un léger sarcasme. « Vous dites donc qu'on abandonne les clients milliardaires pour des étudiants qui me mangent du melon ?» Quelques rires fusèrent. Mais Amarachi ne broncha pas. « Je dis que si nous voulons être l'avenir de la finance, nous devons commencer par inclure la main-d'œuvre de demain. Vous continuez à nous qualifier de start-up disruptive. Agissons comme tel. » La salle se tut. Même Madame Talula haussa les sourcils en signe de respect subtil. Khalid fixa Amarachi, un sourire narquois aux lèvres. Ce n'était pas un manque de respect. C'était une reconnaissance. Après la réunion, Khalid a convoqué Amarachi dans son bureau. Elle entra, le pouls stable malgré l'adrénaline qui coulait encore dans ses veines. « Tu as du cran », dit-il en lui versant un verre d'eau et en le lui tendant. Elle le prit sans hésiter. « Tu as dit qu'on pouvait parler librement lors des réunions stratégiques, » répondit-elle. Il rit. « Je n'ai pas dit que tu pouvais prendre le relais. » Il y eut un moment de silence. Puis il s'appuya contre son bureau et croisa les bras. « Dis-moi, d'où te viennent toutes ces idées ?» Amarachi haussa les épaules. « De par notre expérience, nous prétendons vouloir du changement. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir payer les frais de service. Je sais ce que c'est que d'utiliser des applications uniquement avec un bonus de données gratuites. Voilà qui sont vos utilisateurs, pas ceux que vous râlez et dont vous vous moquez à 4 reprises. » Khalid hésitait entre être impressionné ou irrité. Elle le défia comme personne d'autre ne l'avait fait. Non pas en l'attaquant, mais en lui montrant une version du monde dont son privilège l'avait longtemps isolé. Alors qu'elle se retournait pour partir, il l'appela. « Tu es agaçante, tu sais ?» Elle regarda par-dessus son épaule avec un doux sourire. « Seulement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se tromper. Tout a commencé par une pluie légère. Une légère bruine qui s'est rapidement transformée en une véritable averse à Lagos, piégeant tout le monde dans le bâtiment bien après les heures de travail. » Amarachi resta sur place, examinant les documents, ignorant que Khalid était toujours dans son bureau, de l'autre côté du couloir. Lorsque le courant s'éteignit une seconde, elle se dirigea vers la kitchenette pour prendre le thé. Elle le trouva là aussi, habillé simplement, les cheveux légèrement ébouriffés. « Toujours là ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je pourrais te poser la même question. » Le silence entre eux était étrangement chargé. Pas gênant, juste pesant. Tandis que la pluie s'abattait sur les hautes fenêtres, Amarachi s'appuya contre le comptoir, les mains serrées autour de sa tasse chaude. Khalid se tenait à ses côtés, sans la toucher, sans lui parler, mais plus proche que jamais. « Vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si vous étiez né ordinaire ?» demanda-t-elle soudain. Il ne répondit pas tout de suite. « Chaque fois qu'on me regarde comme si j'étais un chèque de paie plutôt qu'une personne. » Oui, c'est vrai. C'était la première fois qu'elle l'entendait parler sans son air habituel. Sa voix était plus douce, plus franche. Ils parlèrent pendant des heures. De leur enfance. À propos de la pression. De ce que cela signifiait d'être utile pour bien plus que son image. Amarachi lui a raconté son enfance à Onitsha. Comment son père les a abandonnés après Jam. Comment il a été prostitué pendant les grèves et les hausses de loyer. Khalid s'est confié sur sa défunte mère. Comment elle lui faisait voler Akira au bord de la route, malgré l'interdiction de son père de manger dans la rue. Il pense que l'amour se mesure à l'héritage, dit-il amèrement. Leur honnêteté rendit la pièce plus chaleureuse. L'espace d'un instant, les titres disparurent. Juste 2 personnes se penchant sur quelque chose de dangereusement réel. Et puis c'est arrivé. Un chat? Un regard. Leurs yeux, bof. S'attardant trop longtemps, il tendit la main, presque par instinct. Leurs visages se rapprochèrent.
Mais au moment où leurs lèvres allaient se rencontrer, Carid hésita. Sa main retomba. On devrait y aller, dit-il brusquement en reculant. Amarashi s'éloigna également, le cœur battant. Oui, murmura-t-elle, masquant la douleur. Cet instant avait ouvert quelque chose en eux deux. Mais aucun des deux n'était assez courageux pour l'admettre. Pas encore. Tout a commencé par des murmures. De petites remarques sarcastiques circulaient entre les lèvres tandis qu'Amarashi parcourait les couloirs de Banjo Global, les épaules droites et le menton levé. Au début, elle les ignora. Les ragots au bureau étaient monnaie courante. Mais la situation a dégénéré. Un blog d'employés connu pour ses fuites d'informations confidentielles a publié un article intitulé « De serveuse à favorite du PDG, la véritable histoire du nouveau protégé de Carid ». Les commentaires étaient virulents. On accusait Amarashi de coucher avec des inconnus pour gagner en popularité. Des mèmes associant son visage à celui d'un opportuniste chanceux. Son WhatsApp sonnait sans cesse. « Tu es devenu viral, ma belle », lui a envoyé un de ses camarades de classe. Silence. Profite du voyage. Mais Amarashi n'appréciait rien. Elle se sentait dépouillée, comme si ses exploits avaient été réduits à l'état de scandale. Son travail, son dévouement, ses longues nuits au bureau, plus rien ne semblait avoir d'importance. Elle ne pouvait même pas manger pendant sa pause déjeuner sans voir un collègue ricaner à la table d'un accent grave côté. Les RH de l'entreprise lui ont envoyé un courriel formel pour lui demander de garder son calme et d'éviter les confrontations, comme si son silence était le problème. Lorsqu'Amarashi a finalement confronté Carid dans son bureau, elle était furieuse. « Tu as dit que cet endroit était une question de mérite. » Elle a rétorqué, la voix tremblante. « Mais maintenant, je ne suis plus qu'une rumeur pour eux. » Carid leva les yeux, surpris par son ton. Il avait entendu les rumeurs, mais n'avait pas réalisé à quel point elles l'avaient affecté. « Tu n'es pas une simple rumeur, Amarashi, dit-il doucement. Je le sais. Tous ceux qui comptent le savent. Mais ces paroles n'ont pas suffi. Alors dis quelque chose, demanda-t-elle. Tu es le PDG. Tu as voix au chapitre. Utilise-le. Carid hésita. La défendre publiquement serait peu orthodoxe. Le conseil d'administration pourrait désapprouver cela. Les investisseurs poseraient des questions. Mais à la voir maintenant, se battre, souffrir, se ressaisir avec une dignité usée, il comprit qu'il était temps de choisir entre jouer la sécurité et faire ce qui était juste. Ce soir-là, il a posté un message sur son compte Twitter vérifié, « J'ai engagé Amarashi Nwankwo parce qu'elle est brillante, pas par charité. Elle mérite sa place. Il faut faire avec. » Le message est devenu viral. Certains l'ont félicité. D'autres ont affirmé que cela confirmait les rumeurs. Mais Amarashi l'a lu au lit ce soir-là, les larmes brouillant son écran. Pour la première fois depuis son arrivée dans l'entreprise, elle s'est sentie écoutée. La tempête passa. Mais Amarashi ne se détendit pas. Elle redoubla de concentration, canalisant sa frustration vers le travail. Si les gens devaient parler, elle voulait leur donner de meilleures raisons, de vraies raisons. Lorsque l'équipe de direction a lancé un appel à proposition pour étendre la présence de Banjo Global dans les établissements d'enseignement supérieur négligés du Nigeria, Amarashi a saisi l'occasion. Elle a veillé 3 nuits d'affilée pour peaufiner une présentation fondée sur des mois d'observation, de collecte de données et d'expériences vécues. Son argumentaire n'était pas clinquant. Il proposait un accès mobile ciblé et concret pour les étudiants, des plans de remboursement flexibles pour les prestataires du campus et des outils de microfinance entre particuliers adaptés aux jeunes défavorisés. Elle présentait la solution comme une initiative de responsabilité sociale susceptible de générer des bénéfices à grande échelle si elle était bien menée. Carid resta assise en silence pendant sa présentation, les doigts entrelacés sous son menton. Lorsqu'elle eut terminé, la salle fut plongée dans un silence de mort. Puis vinrent les applaudissements des mêmes dirigeants qui, autrefois, parlaient d'elle à voix basse. Ce n'était plus de la charité, mais du mérite. Ce soir-là, Carid a réclamé un communiqué de presse complet de l'entreprise annonçant le nouveau programme de transition pour étudiants, développé en interne par Amarashi Nwankwo, analyste stratégique en probation. Son nom est apparu sur le site web d'une entreprise, sous le titre du projet. Les médias grand public l'ont repris. Les blogs technologiques ont salué l'initiative. Ceux qui avaient critiqué son ascension passée reconnaissaient désormais à contre-cœur son talent. À la cafétéria,
les mêmes collègues qui la saluaient autrefois avec mépris la saluaient d'un signe de tête. Mais surtout, Amarashi constatait un changement chez Khalid. Il la traitait avec une révérence nouvelle, ni romantique ni théâtrale, mais ancrée dans un véritable respect. Un soir, après l'affaire de presse, il la convoqua dans son bureau avec un sourire discret. « Tu sais, dit-il en brandissant les documents d'approbation signés pour l'initiative, si je t'avais embauché correctement et non par erreur, je pense quand même que tu serais arrivé ici. » Amarashi rit doucement, soulagé. Alors, peut-être que cette erreur n'était pas si grave, finalement. Un silence s'installa entre eux, mais pas pesant. Cette relation était pleine de promesses, tacites, mais qui se renforçaient de jour en jour. Quelque chose avait changé entre eux. Et cette fois, ce n'était pas des ragots. C'était la vérité. Tout a commencé par un article de blog sur un site lifestyle populaire. D'un pari risqué à un coup de maître, découvrez la fille qui a gagné 5 millions de dollars par accident et s'est fait une place dans le cercle intime de la tech. Au début, Amarashi a cru à une blague. Mais lorsqu'elle a cliqué sur le lien, son visage est apparu, photographié de profil lors de la récente conférence de presse de l'initiative étudiante, le regard fixé, la bouche ouverte. L'article n'était pas cruel. Au contraire, il saluait son ascension, la qualifiant d'histoire inspirante et moderne de Cendrillon dans le Lagos des entreprises. Mais cette attention lui a semblé comme un coup de projecteur qu'elle n'avait jamais sollicité. En quelques heures, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. D'autres blogs ont suivi, chacun proposant sa propre version, certains admiratifs, d'autres sceptiques. Protégée par accident d'un milliardaire, titrait un journal, un autre l'affirmait, une ancienne serveuse devient la coqueluche de la technologie après un mystérieux virement bancaire. Cette attention lui a valu des messages d'inconnus, des messages privés intrusifs, des demandes d'amis, d'anciennes connaissances prétendant reprendre contact, et elle était bouleversée. On ne la voyait plus. Ils n'ont vu que l'histoire. Au bureau, les regards sont revenus. Cette fois, non pas moqueurs, mais curieux et envieux. Ses collègues qui l'ignoraient autrefois la saluaient désormais avec des compliments surfaits. Le silence qui régnait dans les salles de réunion lorsqu'elle parlait était remplacé par des rires forcés à chaque commentaire. C'était épuisant. Amarashi voulait juste faire son travail. Mais maintenant, chaque tâche qu'elle accomplissait lui semblait devoir prouver quelque chose qui la dépassait. Khalid, quant à lui, fulminait en silence. Bien qu'il ait tenté de la protéger, le fait était qu'elle faisait désormais partie d'un récit que le public ne voulait pas lâcher. Un soir, alors qu'il la trouvait en train de pleurer silencieusement dans les toilettes après avoir vu un fil de discussion cruelle sur Twitter mettant en doute sa personnalité, Khalid resta devant la porte, impuissant. « Laissez-moi arranger ça, dit-il doucement. » Mais Amarashi ouvrit une porte, s'essuya les yeux et secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de me réparer. Ne me fais pas sentir comme un problème. » Sa voix était faible mais ferme. Khalid hocha la tête. C'est alors qu'il comprit qu'elle ne voulait pas de protection. Elle voulait du respect. Et le monde allait devoir apprendre à le lui accorder. Le dîner annuel des parties prenantes de Banjo Global était un événement prestigieux, une réunion de décideurs politiques et de magnats des médias vêtus de smoking en caras scintillant et de robes en dentelle importée. Amarashi n'avait pas prévu d'y assister. Mais lorsque sa proposition pour l'initiative passerelle étudiante a été sélectionnée comme point d'orgue du volet innovation technologique de l'année, elle n'a pas eu le choix. Nerveuse mais sereine, elle est montée sur scène ce soir-là, vêtue d'une robe bleu marine modeste et de talons bas, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Pas d'équipe glamour. Pas de styliste. Juste Amarashi, calme, éloquent et brillant. Tandis qu'elle parlait de combler les lacunes en matière de financement numérique dans les universités publiques et d'égaliser les chances pour les jeunes sous-bancarisés, un silence de mort s'est installé dans la salle. Puis, un tonnerre d'applaudissements a suivi, pas seulement des applaudissements polis, mais ceux qui témoignaient d'une réelle émotion. Dans la foule, assis à côté de Khalid à la table VIP, le chef Boyega Banjo a plissé les yeux, observant cette jeune fille qui parlait comme si elle ne s'excusait de rien et qui pourtant captait toute leur attention. Après l'événement, tandis que poignées de main et flûtes de champagne flottaient dans la salle, le chef Banjo prit Khalid à part. « C'est bien la fille, n'est-ce pas » demanda-t-il d'un ton neutre. Khalid se tendit. « Quelle fille » Son père lui lança un regard entendu. « Celle du transfert. Celle dont il parlait. » Khalid hocha lentement la tête, incertaine de ce qui allait arriver. Mais au lieu du ricanement ou de la sermon habituelle,
l'expression du chef Banjo s'adoucit. C'est une rareté. Ne la traite pas comme une de tes victimes. Carid cligna des yeux, pris au dépourvu. Tu approuves. L'homme plus âgé prit une longue gorgée de son verre et jeta un coup d'œil à l'autre bout de la pièce où Amarachi s'adressait à un groupe d'invités aux voix silencieuses. Elle n'est pas seulement impressionnante. Elle a les pieds sur terre. Impassible, il fit un geste vers l'opulence qui l'entourait. Tu n'as jamais eu une femme pareille. Il est peut-être temps que tu cesses de courir après les ornements et que tu t'intéresses à la valeur. Les mots touchèrent plus profondément que Carid ne l'aurait cru. C'était la première fois que son père lui parlait non pas comme à un PDG préparant son successeur, mais comme à un homme lui prodiguant des conseils paternels. Carid ne savait pas quoi dire. Mais ce soir-là, alors qu'il regardait Amarachi décliner poliment un compliment et ramener la conversation sur son travail, quelque chose en lui s'éveilla. Pour la première fois depuis longtemps, Carid Banjo ne savait pas quel genre d'homme il voulait être. Mais il commençait à croire qu'elle pouvait l'aider à le découvrir. Carid avait déjà été amoureux. Du moins, il le croyait. Il avait dîné avec des mannequins à Monaco, emmené des influenceurs en yacht au Cap-Vert, et même fréquenté une actrice de Nollywood qui avait un jour giflé un journaliste pour lui avoir posé trop de questions. Mais Amarachi n'était pas de ces femmes-là. Elle ne portait pas de vêtements de créateur, ne s'exprimait pas avec des légendes soigneusement choisies, ne riait pas aux blagues pour flatter les égos et ne le regardait pas comme s'il était un trophée. Au contraire, elle le défiait. Elle tenait bon dans les salles de réunion. Elle ne demandait rien, mais méritait tout. Et cela l'effrayait. Car Carid Banjo, malgré tous ses costumes et son charme, avait passé la majeure partie de sa vie à définir les relations par la performance et le packaging. Mais Amarachi ne jouait pas à ce jeu. Elle l'a vu. Elle l'a vu. Et cela lui a donné le sentiment d'être exposé et indigne. Il fit donc ce qu'il avait toujours fait quand les choses devenaient trop réelles, il se retira. Cela commença subtilement. Il cessa de passer à son bureau. Il avait arrêté d'envoyer ses messages Slack tard le soir, déguisés en commentaires. Lorsqu'ils se croisaient dans le couloir, ses hochements de tête devenaient plus froids. Lors des réunions, il lui parlait par l'intermédiaire d'autres personnes. Jamais directement. Amarachi l'a remarqué, bien sûr. Elle l'a toujours remarqué. Mais elle ne poursuivit pas. Elle se concentra sur son travail, se disant que c'était peut-être mieux ainsi. Carid, quant à lui, se perdait dans les distractions. Dîner, appel, shooting photo. Il a assisté à 3 événements sociaux en une semaine, juste pour se prouver qu'il pouvait encore exister dans le monde qu'il connaissait, que l'attraction gravitationnelle qu'il ressentait pour Amarachi n'était qu'une phase passagère. Mais ce n'était pas le cas. Car malgré tous ses efforts pour combler le silence, sa voix persistait. Sa présence hantait les espaces vides. Et pourtant, son orgueil le maintenait figé. S'il admettait que cela lui tenait à cœur, il devrait aussi admettre que tout ce qu'il croyait désirer, le faste, le glamour, la grande vie, était creux comparé à la flamme inébranlable qu'Amarachi portait si naturellement. Et il ne savait pas s'il était prêt à réécrire cette vérité. Assise à son bureau, Amarachi feuilletait des projections financières, mais les chiffres se figuaient. La distance émotionnelle entre elle et Carid était devenue insupportable. Elle ne comprenait pas. Tout semblait converger, la synergie du travail, le respect, et même cette tension intime et discrète qui parlait plus fort que n'importe quelle confession. Et non, il la traitait comme une étrangère. Le plus dur n'était pas le silence, mais le fait qu'il n'ait fourni aucune explication. Pas de conversation, pas de cloche, juste une distance constante. Elle repensa à leur dernier vrai moment, le quasi-baiser au bureau pendant la tempête, et se demanda si c'était le tournant. Le regrettait-il? Était-ce sa faute? Ou s'était-elle simplement trop approchée d'un monde où les gens comme elle n'avaient pas leur place? La question la blessait plus qu'elle ne l'admettait. Non pas parce qu'elle avait besoin que Carid l'aime, mais parce qu'elle pensait que, peut-être, il l'aimait déjà. Elle l'a interpellé un soir, le coinçant près de l'ascenseur juste au moment où il sortait. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle d'une voix calme, mais le regard scrutateur. Carid hésita, pris au dépourvu. « Non. C'est juste que les choses sont compliquées en ce moment, marmonna-t-il. Le travail, la pression du conseil d'administration, la famille. Non, coupa-t-elle doucement mais fermement. Ne te cache pas derrière tout ça. Si c'est parce que je ne m'intègre pas à ton monde, dis-le-moi.
Ces paroles le frappèrent comme un éclair, car elles étaient plus vraies qu'il ne voulait l'admettre. Il la regarda et, pour la première fois, n'eut pas de réplique rapide ni de boutade. « J'ai juste besoin d'espace, dit-il finalement. Amarashi hocha lentement la tête, le cœur serré, même si son visage restait impassible. « Alors prends-le, dit-elle en reculant. Ce soir-là, elle rangea ses documents de travail et envoya au RH une demande officielle de congé d'études pour se concentrer sur ses examens finaux. Pas de fanfare. Pas de discours d'adieu. Juste une sortie discrète. Si Khalid ne savait pas ce qu'il voulait, elle n'attendrait pas de le convaincre qu'elle était suffisante. Elle le savait déjà. Khalid n'avait pas réalisé à quel point la présence d'Amarashi était profondément ancrée dans son monde, jusqu'à son départ. Au début, il faisait semblant d'aller bien. Il s'occupait de son travail, assistait à des réunions de direction, acceptait des invitations à des soirées mondaines et publiait même quelques photos glamour sur Instagram pour sauver les apparences. Mais chaque instant lui semblait étrangement creux. La cafétéria de l'entreprise semblait plus calme sans ses rires lors du déjeuner avec les stagiaires en stratégie. Le groupe de discussion stratégique qu'elle avait autrefois organisé était désormais encombré de délais manqués et de bavardages désordonnés. En réunion, dès que quelqu'un posait une question difficile ou demandait des éclaircissements, Khalid se surprenait instinctivement à regarder vers le siège qu'elle occupait auparavant, pour finalement le trouver vide. Ses journées étaient bien remplies, mais le silence entre eux était plus pesant que tout ce qu'il avait connu. Tard le soir, il passait son nom sur WhatsApp, survolant la fenêtre de discussion, tapant et supprimant des messages qu'il n'avait jamais envoyés. L'orgueil lui bloquait les pouces. Puis vint la fête sur le yacht. C'était un de ces événements soigneusement organisés, avec des tours de champagne, des serviettes en soie et des listes d'invités remplies de l'élite de Lagos. Les femmes étaient magnifiques, drapées dans des robes scintillantes, riant au vent tandis que le bateau traversait l'Atlantique. Khalid essayait de se fondre dans la masse, un verre à la main, son sourire si caractéristique. Mais ce n'était que du bruit. Il était assis à côté d'un mannequin aux pommettes parfaites et sans opinion. Chaque conversation semblait écrite pour l'impressionner. Et il ne pensait qu'à Amarashi, à la façon dont elle aurait haussé les sourcils devant sa décadence, à la façon dont elle aurait remis en question le prix du champagne et suggéré d'investir dans quelque chose d'utile. Sa brutalité lui manquait. Sa clarté. Sa voix pure. Tandis que la musique pulsait autour de lui, il s'écarta et se pencha sur le pont, le regard perdu dans l'eau sombre. C'est là qu'il a compris. Aucun être humain, aucun de ces êtres ne lui a jamais donné l'impression d'être vraiment vu. Mais elle, si. Et s'il ne trouvait pas de solution, il perdrait la seule personne qui ait jamais regardé au-delà de son argent et se soit réellement soucié de l'homme derrière ce titre. Khalid s'est présenté sans prévenir sur le campus de l'université de Lagos, son chauffeur le déposant près du portail arrière pour éviter toute attention. Il portait une simple chemise et un jean, se fondant dans la masse du mieux qu'il pouvait. Pendant des heures, il attendit près de l'ancien bâtiment de la faculté des sciences sociales où Amarashi donnait habituellement ses séminaires l'après-midi. Il regarda les étudiants rire, débattre et s'agiter sur le campus, une vie qu'il n'avait jamais vue que de l'extérieur. Et puis il la vit. Amarashi sortit de l'amphithéâtre avec 2 camarades, les cheveux naturels attachés en chignon, le sac à dos en bandoulière, un carnet à la main. Elle avait l'air dynamique, authentique, terre à terre, comme les femmes présentes à sa fête sur son yacht ne pourraient jamais l'être. Elle n'était pas seulement belle. Elle était vivante. En la voyant sourire et plaisanter librement, si loin du monde des affaires raffinées où il l'avait rencontrée, quelque chose en Khalid changea. Plus tard dans la soirée, il s'assit avec Tinde sur le balcon de son appartement d'Aqua, faisant tournoyer un verre de whisky qu'il n'avait pas touché. « Tu sais, j'ai toujours craqué pour le genre de femme qui était belle en photo, dit doucement Khalid. Le genre de femme qui avait du sens sur le papier lors des événements sur tapis rouge. Amarashi, elle ne rentre pas dans ce moule. Tinde haussa un sourcil. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Khalid soupira en posant son verre. Je dis que j'ai peut-être vécu dans un moule qui ne m'a jamais convenu non plus. Peut-être qu'elle n'est pas le genre de fille que je pensais vouloir. C'est celle dont j'ai besoin. Pour la première fois depuis longtemps, Tinde resta silencieux. Il hocha simplement la tête, car lui aussi le voyait. Khalid ne parlait pas seulement d'amour. Il parlait de transformation. De devenir une nouvelle version de lui-même. Et Amarashi, avec toute sa force tranquille et son honnêteté sans compromis, était devenu une boussole qui lui indiquait la bonne direction.
Il ne restait plus qu'à savoir si elle était toujours prête à marcher à ses côtés, ou s'il avait attendu trop longtemps pour revenir. Le gala annuel de l'entreprise était toujours une soirée de glamour, de puissance et de performance raffinée. Un espace où les PDG prononçaient des discours discrets et où les investisseurs applaudissaient poliment au champagne. Mais cette année, la situation était différente. Khalid avait pris en main l'organisation, choisissant lui-même le thème « Vision au-delà de la richesse ». Tout le monde s'attendait à ce qu'il dévoile un nouveau produit, annonce une expansion ou annonce un partenariat d'1 milliard de dollars. Lorsqu'il est monté sur scène dans un simple costume noir sur mesure, sans pins clinquant ni montre en or excessive, des murmures ont parcouru le public. Amarachi, debout au fond de la salle, près de l'équipe média, observait la conférence, les bras croisés. Elle avait reçu une invitation, mais avait failli ne pas y assister. Lorsqu'elle vit son nom mentionné parmi les contributeurs au projet phare, la curiosité l'emporta. Mais elle resta dans l'ombre, incertaine de sa véritable présence. Le discours de Khalid commença comme tous les autres, mention de croissance, leçon de l'année écoulée et objectifs futurs. Mais à mi-chemin, il marqua une pause. Puis il plia le discours imprimé et le glissa dans sa poche. « J'allais parler de projection, dit-il d'une voix assurée. Mais j'ai réalisé que certains des chiffres les plus importants de ma vie ne sont pas des bénéfices ou des parts de marché. Parfois, ils ressemblent à un numéro de compte mal saisi. Une erreur. Un accident qui s'est avéré être le plus bel accident de ma vie. Un silence s'est installé dans le couloir. Les téléphones ont cessé d'enregistrer. Les conversations sont mortes. Ce soir, je veux parler d'intégrité. De quelqu'un qui m'a montré que la valeur ne réside pas dans la richesse ou le statut, mais dans le caractère. Quelqu'un qui m'a rappelé à quoi ressemble le véritable leadership, non pas dans le costume ou les privilèges, mais dans l'honnêteté, le courage et la persévérance. Il se tourna vers le fond de la salle. « Amarachi Nwankwo, veux-tu monter sur scène avec moi ?» Amarachi se figea. Les têtes se tournèrent. Tous les regards se braquèrent sur elle. Et lentement, le cœur battant, elle s'avança. Les applaudissements qui accueillirent Amarachi à son arrivée n'étaient pas nourris, mais sincères. D'abord hésitants, ils s'intensifièrent à mesure que les gens prenaient conscience de la profondeur du moment. Lorsqu'elle rejoignit Khalid, il lui tendit le micro. « Tu as bâti plus de choses avec intégrité en 6 mois que beaucoup en toute une vie, dit-il doucement. Juste assez fort pour que le micro capte. » Amarachi hésita. Elle n'avait pas l'habitude d'être le centre de l'attention. Mais en regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle n'avait plus peur. « Je ne viens pas d'un milieu aisé, commença-t-elle d'une voix claire. Et je ne m'attendais pas à en arriver là. Mais je crois que chacun mérite d'avoir la chance de prouver sa valeur au-delà de ses débuts. Je suis reconnaissant pour cette plateforme, non pas à cause de l'argent qui m'a amené ici par hasard, mais pour le but que j'ai trouvé depuis. » Le public a applaudi chaleureusement, cette fois sans retenue. Dans les semaines qui ont suivi, Khalid et Amarachi ont annoncé la création de la fondation Beyond the Balance, un programme de bourse et de mentorat destiné aux étudiantes issues de milieux défavorisés, ambitieuses mais aux perspectives d'avenir limitées. Amarachi a officiellement rejoint l'entreprise en tant que responsable de la stratégie sociale, tout en terminant ses examens finaux et en préparant son diplôme. Le jour de sa remise des diplômes, Khalid l'a surpris aux portes de l'université. Pas de caméra, pas d'entourage, juste lui tenant une boîte en velours. « Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, dit-il. Je te demande de rester toi-même, avec moi. » Il ouvrit la boîte, révélant non pas une bague en diamant, mais une carte clé gravée en platine donnant accès à son nouveau bureau, un espace à son nom sur la porte et l'autorisation de mener le changement. Elle rit, les larmes aux yeux. « C'est ta version d'une demande en mariage ?» Khalid sourit. « Je me suis dit qu'on pourrait d'abord construire quelque chose, puis peut-être choisir des alliances plus tard. » Elle le prit dans ses bras. Ce qui a commencé par une transaction mal placée est devenu un témoignage de la façon dont l'amour peut être trouvé non pas dans des contes de fées ou des formules, mais dans des défauts, des secondes chances et le courage de s'élever malgré tout.